Dans les brumes glacées des Carpates roumaines, les anciens parlaient des strigoi, des vampires d'un genre bien particulier. Contrairement à leurs cousins sanguinaires, les strigoi ne s'intéressaient pas au sang. Selon l'encyclopédie du mythe vampirique de Teresa Bain, ils drainent la vitalité des vivants, non seulement le sang, mais aussi l'énergie de l'âme. Les légendes racontent qu'ils pouvaient aspirer la joie d'un village entier en une seule nuit, laissant derrière eux des gens techniquement vivants, mais complètement vidés. Des corps qui respiraient encore, mais dont l'étincelle intérieure s'était éteinte. Ces créatures obéissaient à une loi immuable. Elles ne pouvaient franchir le seuil d'une maison sans y avoir été expressément invitées. Pas de force brute, pas d'effraction. Juste cette règle mystérieuse qui les obligeait à attendre qu'une voix humaine prononce ces mots fatidiques. « Entrez, je vous en prie. » Et maintenant réfléchis une seconde. Qui as-tu invité dans ta maison énergétique cette semaine ? Ce collègue qui t'envoie des messages urgents à 23h ? Cet ami qui déverse ses problèmes sans jamais demander comment tu vas ? En 2025, les strigoi portent des costumes cravates. Ils envoient des emails avec urgent en objet. Ils commencent leurs phrases par « Je sais que tu es débordé, mais… » Et ils n'ont plus besoin de forcer les portes. Tu les invites toi-même, avec grand sourire, parce qu'on t'a appris que fermer ses portes, c'était être égoïste. Mais dans quelques minutes, je vais te révéler quelque chose de plus troublant encore. Parfois, le vampire énergétique le plus redoutable dans ta vie, c'est toi-même. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Imagine, tu as 4 ans. Ta grande tante Berthe arrive pour le déjeuner dominical. Elle sent la lavande et le regret. Tes parents te poussent vers elle en souriant. « Allez, va faire un bisou à tante Berthe !» Mais quelque chose en toi se contracte. Tu ne veux pas. Ton corps dit non. Ta gorge se serre. Tes épaules remontent. Chaque cellule de ton être hurle « non ». Mais voilà les regards, le sourire figé de maman qui devient menaçant. Ne sois pas impoli. Et ton père qui fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'elle va penser de toi ? Et il y a tante Berthe derrière, les bras tendus, qui attend. Ton estomac se noue. Tu as 4 ans. Tu dépends de ces géants pour survivre. Alors, tu avances, tu enfouis ton nom, tu trahis ton corps et tu achètes la paix. Ferme les yeux une seconde si tu peux. À quel âge as-tu appris que tes limites ne comptaient pas ? Quel est ton premier souvenir de trahison de tes propres sensations corporelles ? Ce moment précis, c'est ce que le docteur Gabor Maté, psychiatre spécialiste des traumatismes, décrit dans son ouvrage fondamental « Quand le corps dit non », publié en 2003. Et il explique : le jeune enfant va souvent réprimer ses propres sentiments afin de préserver la relation d'attachement. Parce que pour un enfant, perdre l'amour parental équivaut à une menace de mort existentielle. Son cerveau en développement fait ce calcul en millisecondes. Ma survie dépend de leur approbation. Alors, je sacrifie mon authenticité sur l'autel de l'appartenance. Et Maté va encore plus loin dans cette analyse bouleversante. Lorsque nous avons été conditionnés à ignorer ou dépasser les besoins de notre corps pour maintenir la relation d'attachement, nous perdons le contact avec nous-mêmes. Et ce n'est pas dans la tête. Les recherches de Peter Fonagy et son équipe, publiées dans, attention le massacre, l'International Journal of Psychoanalysis en 1995, montrent que les enfants dont les frontières corporelles et émotionnelles sont systématiquement ignorées développent significativement plus de troubles anxieux, dépressifs et relationnels à l'âge adulte. Comme si le corps gardait la mémoire cellulaire de chaque oui forcé, de chaque non étouffé dans la gorge. J'ai 3 ans. On me force le bisou à l'inconnu. J'apprends que mon corps ne m'appartient pas. J'ai 8 ans. Je suis épuisée après l'école. On m'a inscrit à 3 activités supplémentaires. J'apprends que ma fatigue n'est pas légitime. J'ai 15 ans. Je confie un secret intime à ma mère. Et le lendemain, toute la famille est au courant. J'apprends que mon intimité ne mérite pas la protection. Je grandis.
Je deviens un adulte qui dit oui quand il pense non, qui sourit quand il veut pleurer, qui prend des appels professionnels pendant des vacances. Bref, j'ai des limites aussi étanches qu'une passoire et un système d'alarme interne débranché depuis l'enfance. Et toi, est-ce que tu le reconnais ce pattern? Ces moments où ton corps te prévient, où tu ressens cette contraction dans le ventre, cette tension dans les épaules, mais tu ignores délibérément le signal par habitude de complaisance. Cette programmation précoce ne disparaît pas magiquement à l'âge adulte. Elle crée des archétypes reconnaissables, dont certains deviennent des vampires énergétiques parfaits, et d'autres leur proie idéale. La cartographie des prédateurs modernes. Tu connais cette sensation quand une personne entre dans la pièce et instantanément, quelque chose en toi se contracte, où il n'y a pas d'explication rationnelle, il y a juste cette envie soudaine de vérifier l'heure, de partir aux toilettes et de trouver n'importe quelle excuse pour t'en aller. Parce que ton corps sait, il reconnaît les signatures énergétiques avant que ta conscience ne les analyse. Alors pendant que je vais décrire ces archétypes vampiriques, observe attentivement tes réactions émotionnelles. Ton système nerveux reconnaîtra peut-être certaines signatures, et peut-être même que ton ventre se contractera quand je décrirai celui qui te vampirise régulièrement. Dans le folklore mondial, nos ancêtres avaient déjà cartographié ces créatures avec une précision chirurgicale. Premier profil, le Nosferatu émotionnel, inspiré du vampire de Transylvanie. Dans les légions roumaines documentées par Teresa Bain, ces créatures se nourrissaient d'émotions intenses, transformant leurs victimes en coquilles vides mais techniquement vivantes. En mode moderne, ça donne quoi? Là, ça serait cette personne dont chaque conversation devient un débordement émotionnel qu'elle absorbe comme un élixir. Ce n'est pas qu'elle veut consciemment aspirer ton énergie, c'est qu'elle n'a jamais appris à contenir ses émotions sans les déverser sur autrui. Sa signature, après 10 minutes avec elle, tu te sens comme si tu venais de regarder un film dramatique particulièrement éprouvant. Son chaos intérieur contamine le tien par contagion émotionnelle directe. Profil numéro 2, l'oupire urgentiste. Dans la tradition slave documentée par Bain, l'oupire était une créature qui se nourrissait en créant le chaos et l'agitation dans les villages paisibles. Notre version contemporaine a découvert que générer un sentiment d'urgence artificielle était le moyen le plus efficace d'obtenir de l'attention immédiate et de l'aide inconditionnelle. Ce vampire-là, il transforme ses problèmes personnels en urgence collective. Son stress devient magiquement ton stress. Sa signature moderne, ses urgences, entre guillemets, déclenchent dans ton système nerveux exactement la même réaction que si ta maison prenait feu, alors qu'il s'agit juste de son échéance mal gérée depuis 3 semaines. Troisième profil, le Kyuketsuki flatteur. Dans les légendes japonaises, cette créature prenait des formes séduisantes pour attirer ses proies. Notre version moderne investit stratégiquement dans ton ego pour récolter ton énergie. C'est un vampire qui te valorise, qui te fait sentir indispensable, puis collecte sa dette émotionnelle. Dernier profil, le revenant comptable. Oui, celui-là, il y a moins de compter les jambes dessus. Celui-là, il tient un registre invisible de tous les services rendus et l'utilise comme un levier psychologique. Ses demandes sont toujours précédées d'un rappel de ce qu'il a fait pour toi et comment tu lui es redevable. Mais laisse-moi aussi te parler d'une créature particulièrement fascinante, les Yaramayau du folklore aborigène australien. Andrew Lang les décrivait en 1904 ainsi. Il a une grosse tête, une grande bouche et des ventouses au bout des mains et des pieds grâce auxquelles il s'accroche à sa victime et aspire sa force. Aujourd'hui, nos vampires modernes opèrent exactement de la même façon, mais par les écrans. Ils touchent ton énergie par les notifications, les messages pressants, les demandes incessantes qui transitent par tes paumes chaque fois que tu saisis ton téléphone. Imagine, je suis débordée, mon patron me met la pression, j'appelle ma sœur. Tu peux m'aider? C'est urgent. Elle lâche tout ce qu'elle fait, elle m'aide pendant 2 heures. Le lendemain, je réalise que mon urgence, j'aurais peut-être pu la gérer seule en 20 minutes. Bref, j'ai vampirisé ma sœur par flemme déguisée en détresse. Et le pire, elle a dit oui avec le sourire, comme si c'était normal de devenir mon extincteur émotionnel personnel. Pendant que je décrivais ces profils, est-ce que ton corps a reconnu certaines signatures? As-tu senti cette contraction familière, cette reconnaissance viscérale? Car maintenant, voici la question qui dérange. Lequel de ces archétypes reconnais-tu immédiatement dans ton entourage? Et le plus troublant encore, lequel endosses-tu, parfois, toi, sans t'en rendre compte,
Peut-être quand tu es fatigué, stressé, débordé, quel type de vampire deviens-tu malgré toi ? Car voici la révélation qui va peut-être te déranger. Nous portons tous ces archétypes vampiriques en nous. Dans certains contextes, nous devenons précisément ce que nous fuyons chez les autres. On en a parlé dans le podcast numéro 2 sur l'ombre. Mais pour vraiment comprendre comment fonctionnent ces dynamiques dans la vraie vie, laisse-moi te raconter l'histoire troublante de Léa. L'anatomie d'une saignée moderne. Le cas Léa. 3h15 du matin. Léa se réveille en sursaut, le cœur battant à 120 pulsations par minute, avec cette sensation familière, comme si quelqu'un venait de lui arracher quelque chose d'essentiel pendant son sommeil. La culpabilité s'engouffre dans sa poitrine comme une marée noire. Elle ne comprend pas pourquoi. Hier soir, rien d'extraordinaire, juste un appel de sa mère, une conversation normale, enfin, normale selon les standards familiaux. Léa, 38 ans, consultante brillante, est venue me voir pour ses crises d'angoisse nocturnes inexpliquées qui la transformaient en zombie émotionnel. Au fil de nos séances, un schéma troublant émergea. Ces crises survenaient systématiquement 6 à 12 heures après ses interactions avec sa mère, comme si son système nerveux avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était réellement passé. Lors d'une séance, nous avons disséqué l'appel de la veille. Dimanche soir, 21h30, Léa préparait sa présentation pour le lendemain. Son téléphone sonne. Sa mère. Les politesses habituelles, puis progressivement, le déversement commence. Problème avec le nouveau compagnon, dispute, incompréhension, et tout ça pendant 1 heure complète. Donc Léa, qu'est-ce qu'elle fait ? Léa, elle écoute, elle console, elle conseille, elle rassure, et elle sent son énergie s'évaporer comme de l'eau dans le sable. Mais elle continue, jusqu'à ce qu'à un moment, voyant l'heure qui passe, elle tente de poser une limite. « Maman, je comprends que c'est difficile, mais je dois vraiment me coucher tôt, j'ai une présentation super importante demain matin. » Et là, bim, la réaction chirurgicale. Soupir profond, lourd de reproches, suivi d'un « Ah bah bien sûr, ton travail passe toujours avant ta famille. Je ne te dérangerai plus avec mes problèmes. » En revisitant cette scène en état modifié de conscience, Léa découvrit quelque chose de fascinant. Juste avant l'appel, son corps avait envoyé un signal clair. Une tension dans la nuque, une légère nausée en voyant le nom s'afficher, et une envie de ne pas répondre. C'est exactement ce que Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, appelle la neuroception. Il explique. La neuroception désigne la manière dont les circuits neuronaux distinguent si des situations ou des personnes sont sûres, dangereuses ou menaçantes pour la vie. Son corps savait. Il reconnaissait le pattern vampirique avant même que sa conscience ne l'analyse. Sa mère utiliserait l'émotion comme un levier pour franchir ses frontières temporelles. Et Léa, elle se retrouverait encore une fois à sacrifier son bien-être par culpabilité automatique. Et ce signal corporel n'est pas anecdotique. Les neuroscientifiques Matthew Lieberman et Naomi Eisenberg ont démontré dans leurs recherches publiées dans Science en 2003 que, je cite, « la douleur sociale, telle que l'exclusion, active les régions du cerveau impliquées dans la douleur physique, notamment le cortex cingulaire antérieur. » Donc quand Léa trahissait ses limites, son cerveau réagissait exactement comme si quelqu'un lui plantait un couteau dans le dos. Ce cas illustre parfaitement l'anatomie d'une saignée énergétique moderne. Première phase, le signal corporel. C'est cette sensation viscérale que quelque chose ne va pas, bien avant que le mental puisse l'analyser. Un peu comme une intelligence somatique qui détecte les patterns toxiques. La phase 2, c'est la phase de transgression. C'est le moment où notre espace émotionnel, temporel ou psychique est envahi sans consentement authentique et souvent déguisé en besoin légitime. Et enfin, la troisième phase, c'est la réaction différée. Parce que notre système nerveux déclenche une réponse, mais une réponse qui est retardée. Ce qui peut expliquer chez elle insomnie, angoisse, colère qui explosent dans un autre cadre. Et toi, est-ce que tu reconnais ce pattern dans ta propre vie ? Ces moments où ton corps te prévient, mais que tu ignores délibérément le signal par politesse ou par culpabilité. Et voici ce qui est le plus troublant. Ce n'est souvent pas la transgression initiale qui cause le plus de dommages, c'est notre auto-trahison. Pour Léa, le plus douloureux n'était pas le comportement de sa mère en soi, mais sa propre incapacité à honorer ce qu'elle savait être juste pour elle. Et pendant sa thérapie, elle découvrit que cette voix qui la paralysait de culpabilité n'était même pas vraiment la sienne. C'était celle de sa mère, internalisée depuis l'enfance, qui sabotait ses tentatives d'autodétermination de l'intérieur. Mais l'histoire de Léa nous amène à une question un peu plus large. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles des proies si faciles ?
Et la réponse nous oblige à regarder une vérité que notre société préfère ignorer. L'économie invisible des frontières. Réunion d'équipe, mardi 14h. Marc lève la main. Je ne vais pas pouvoir prendre ce projet supplémentaire. Ma charge de travail est déjà au max. Le chef hoche la tête. Parfait. Marc sait gérer ses priorités. Même réunion, même projet. Sarah lève la main. Je ne vais pas pouvoir prendre ce projet supplémentaire. Ma charge de travail est déjà au maximum. Silence gêné. Regards échangés. Sarah n'est pas assez team player. Même mot, même situation, résultat diamétralement opposé. Réfléchis honnêtement. Qui dans ton entourage peut dire non sans justification, sans négociation et sans culpabilité? Et qui doit constamment défendre, expliquer, justifier l'existence même de ses limites comme si c'était un privilège exorbitant? Ce que tu viens d'observer, c'est ce que la sociologue Arlie Hochschild a magistralement décortiqué dans son ouvrage fondamental The Managed Heart, publié en 1983. Elle y forge le concept révolutionnaire de travail émotionnel. Pour elle, le travail émotionnel, c'est la gestion des sentiments afin de produire une expression faciale et corporelle socialement acceptable et observable par autrui. Hochschild révèle que dans notre société, certains groupes portent de manière disproportionnée cette charge invisible. Dans The Second Shift, qu'elle a écrit en 2012, elle précise « Les femmes assurent la plupart du travail émotionnel dans les familles. Elles apaisent les sentiments, elles gèrent les tensions et absorbent les frustrations. » Et cette inégalité, bien sûr, ne se limite pas au genre. Elle traverse toutes les hiérarchies sociales, classe, race, statut professionnel, orientation sexuelle. Dans cette économie perverse, certaines personnes naissent avec un capital de limites conséquent, tandis que d'autres doivent négocier chaque centimètre de leur espace personnel. Les recherches de Bianchi et ses collègues dans Social Forces, en 2000, confirment cette tendance générale. La charge émotionnelle et relationnelle reste inégalement répartie dans nos sociétés. Quand un cadre supérieur protège son temps, on dit qu'il est stratégique. Quand un employé fait la même, il risque d'être perçu comme non coopératif. Et quand une personne issue d'une minorité pose une limite, elle doit calculer le coût potentiel de cette limite, peut-être confirmer un stéréotype, compromettre une opportunité et parfois risquer sa sécurité. Et c'est là que l'industrie du développement personnel montre sa face la plus toxique dans ce cas, parce qu'elle individualise méthodiquement un problème profondément structurel. Apprends à dire non, proclament les livres et séminaires, sans jamais mentionner que dans certains contextes, dire non peut avoir des conséquences dramatiques. C'est un peu comme conseiller à quelqu'un de parler plus fort dans une pièce quand son micro a été complètement débranché. As-tu déjà remarqué comment le coût d'un non peut varier dramatiquement selon qui tu es? Et cette réalité structurelle nous amène à une découverte encore plus troublante. Pourquoi certaines personnes développent-elles une empathie si intense qu'elle devient toxique pour elles-mêmes? Le piège de l'empathie dérégulée. 22h. Ton téléphone sonne. Le nom de ton ami s'affiche. Immédiatement, même avant d'avoir décroché, ton ventre se contracte. Tu sais déjà que tu ne dormiras pas cette nuit. Tu sais qu'elle va déverser sa détresse et que tu vas l'absorber comme une éponge. Et tu sais que demain, elle ira mieux et que toi, tu porteras encore l'écho de sa souffrance. Mais tu décroches quand même. Parce qu'on t'a appris que c'était ça, être une bonne personne. Alors repense, toi aussi, honnêtement à la dernière interaction avec quelqu'un en détresse émotionnelle. Est-ce que tu es sorti de cette conversation avec l'énergie et la clarté nécessaires pour l'aider de façon constructive? Ou plutôt avec cette impression troublante d'avoir littéralement absorbé une partie de sa souffrance? Je vais maintenant te révéler quelque chose de profondément contre-intuitif qui va probablement bouleverser tes croyances sur ce qui fait de toi une bonne personne. L'excès d'empathie peut être aussi toxique et destructeur que le manque d'empathie. Cette découverte révolutionnaire, nous la devons aux recherches de Tanya Singer et Olga Klimke, publiées dans Current Biology en 2014. Elles ont identifié 2 réactions empathiques radicalement différentes. La détresse empathique est une réponse centrée sur soi à la souffrance d'autrui, menant au retrait et à l'épuisement, tandis que la compassion est tournée vers l'autre et associée à des sentiments positifs et à la motivation prosociale. Les neurosciences confirment cette distinction cruciale. Pour l'empathie compatissante, c'est-à-dire que tu comprends et tu ressens la souffrance de l'autre, mais tu maintiens ton équilibre émotionnel.
donc tu peux lui offrir du soutien depuis ton propre centre stable. C'est comme un phare qui éclaire sans s'épuiser. Alors que la détresse empathique, ça va être quand tu vas absorber littéralement les émotions de l'autre au point de perdre tes propres repères. Ton système nerveux se dérégule et paradoxalement, ta capacité d'aide diminue. C'est comme une éponge qui finit par couler, parce qu'il y a trop d'eau. Alors tu peux faire ce petit test pour voir comment tu réagis. Visualise rapidement quelqu'un de triste ou en colère dans ta vie. Et scanne ta réaction corporelle immédiate. Si ton ventre se noue, si tu sens cette contraction familière, tu fonctionnes probablement en mode fusion toxique. Si tu ressens de la compassion sans détresse personnelle, c'est que tu sais discerner sainement tes émotions de celles des autres. Et on pourrait se demander comment nos ancêtres faisaient pour naviguer dans ces eaux troubles. Comment protégeaient-ils leur intégrité énergétique dans un monde tout aussi complexe que le nôtre ? Les technologies ancestrales de protection. Dans les monastères reculés du plateau tibétain, à plus de 4000 mètres d'altitude, existe une pratique millénaire que les moines enseignent encore aujourd'hui. Quand un disciple se plaint d'être vidé par les énergies négatives des autres, le maître lui enseigne l'art de cultiver ce qu'ils appellent la sagesse qui discerne. Pas un mur, pas une fermeture, une membrane intelligente qui laisse passer ce qui nourrit et filtre ce qui épuise. En hypnose, on fait exactement la même chose aujourd'hui avec un protocole qu'on appelle la bulle magique. Parenthèse. La reconquête des frontières. Imagine que tes frontières personnelles soient comme les murs d'un château médiéval. Pas pour emprisonner les habitants, mais pour permettre à la vie de s'épanouir en sécurité à l'intérieur. Ces murs ont des portes, des fenêtres, des passages, mais ils ont aussi des gardes qui savent distinguer les visiteurs bienveillants des gros pillards. Le problème, la plupart d'entre nous avons hérité d'un château aux portes grandes ouvertes, aux gardes endormis et aux murs effondrés. Tout le monde peut entrer, prendre ce qu'il veut et repartir. Première technique, la cartographie corporelle. La première technique s'inspire des recherches de Menig et ses collègues publiées dans PLOS ONE en 2012 sur l'évaluation multidimensionnelle de la conscience interoceptive. Plein de mots compliqués pour simplement dire qu'il faut commencer par réapprendre le langage oublié de ton corps. Pendant une semaine complète, note chaque situation où tu ressens un inconfort subtil, une sensation de compression, de rétrécissement ou de tension que tu as peut-être appris à ignorer, et ça depuis l'enfance. Et essaye d'être le plus précis possible dans tes observations. Où exactement dans ton corps tu ressens ce signal ? Quelle intensité sur une échelle de 1 à 10 ? Avec quelle personne ou dans quel contexte ? À quel moment de la journée ? Et cette pratique rétablit la connexion vitale entre ton cerveau analytique et ton cerveau émotionnel, souvent dissocié chez les personnes qui ont appris à ignorer leurs limites. Deuxième technique, le délai sacré. Entre le moment où quelqu'un te fait une demande et ta réponse automatique, installe délibérément un espace-temps. Ne serait-ce que 3 respirations conscientes ou un simple « je vais y réfléchir et je te réponds plus tard ». Ce délai, ce n'est pas de la procrastination. C'est un tout petit acte mais révolutionnaire qui interrompt ton schéma automatique de complaisance. Il crée un peu comme un petit sanctuaire temporel où tu peux vérifier authentiquement. Est-ce que je veux vraiment dire oui à ça ? Ou est-ce que c'est cette peur du rejet, cette culpabilité ou l'habitude de plaire qui parle à ma place ? Les recherches en neurosciences montrent que ce simple délai active ton cortex préfrontal, la région cérébrale qui est responsable de la prise de décision consciente. Et donc là, c'est intéressant d'activer son cortex préfrontal plutôt que de laisser ton amygdale réactive dicter ta réponse depuis la peur. Troisième technique, le non-sandwich. Cette technique t'aide à communiquer tes limites avec clarté et bienveillance. Elle se structure en 3 couches. Premièrement, reconnaissance positive. J'apprécie que tu penses à moi pour ce projet. Deuxième couche, le non, clair et direct. Je ne vais pas pouvoir le prendre en charge avec ma quantité de travail actuelle. Troisième couche, l'alternative. Mais je serais heureux de te recommander quelqu'un qui a les compétences parfaites. Par exemple, dans un contexte familial. Je vois que cette situation te préoccupe et je comprends ton besoin de parler. Je ne vais pas être disponible ce soir car j'ai vraiment besoin de me reposer. Est-ce qu'on peut programmer un moment demain où je pourrais t'écouter avec toute mon attention ? Cette structure maintient la connexion relationnelle tout en posant une limite ferme, sans noyer ton nom dans des justifications qui affaiblissent ton message. Alors, dès aujourd'hui, tu peux tester ces 3 pratiques et peut-être tester celle qui résonne le plus profondément avec ta situation actuelle.
Sache aussi que la reconquête de tes frontières est au fond une reconquête de ton autorité souveraine sur ta propre vie. Chaque limite que tu poses consciemment est une déclaration sacrée. Ceci est précieux, ceci mérite d'être protégé, ceci est digne de respect. Et c'est exactement cette reconquête qui nous mène vers une découverte paradoxale et magnifique. Les limites comme cadeau. Imagine 2 invitations à dîner. Voilà la première. Tu viens quand tu veux, tu manges ce que tu veux et tu fais mais comme chez toi. Et là tu arrives et l'autre semble un petit peu tendu. Et toi tu ne sais pas où poser ton manteau, tu sais pas quoi toucher, quoi éviter. Et tu repars épuisé par cette fausse liberté anxiogène. Deuxième invitation. J'adorais t'accueillir samedi soir. On dîne vers 20h, cuisine méditerranéenne, ambiance décontracte. Tu peux apporter du vin, ça te fait plaisir, mais pas d'obligation. Et là, tu arrives en sachant exactement à quoi t'attendre et tu te détends immédiatement. Alors pose-toi aussi cette question. Laquelle de ces 2 invitations, toi, te donne le plus envie d'y aller ? Réfléchis sincèrement. Est-ce que tu préfères interagir avec quelqu'un qui dit « oui » constamment par politesse et qui ensuite explose de ressentiments accumulés, ou avec quelqu'un dont les oui et les non sont authentiques, clairs et fiables. Nous avons tendance à voir les limites comme des actes d'autoprotection, parfois même comme des gestes égoïstes. Mais si nous élargissons radicalement notre perspective, nous découvrirons aussi qu'elles sont, peut-être, des cadeaux profonds que nous offrons aux autres. Quand tu poses une limite claire et bienveillante, tu offres à l'autre personne l'opportunité précieuse de te connaître véritablement. Pas une version diluée qui cherche à tout prix à plaire, mais au contraire là ton essence authentique avec tes besoins, tes rythmes et tes territoires sacrés, le patouche. Tu lui permets d'entrer en relation avec la personne que tu es réellement, pas avec un fantôme accommodant qui s'épuise à force de s'adapter. C'est un peu comme si tu pouvais offrir à quelqu'un une carte précieuse de ton territoire intérieur. Voilà, c'est là que j'habite vraiment. Voici les portes d'entrée, les sentiers sûrs, les zones qui demandent plus de délicatesse. Voici comment me visiter de façon à ce que nous puissions tous deux apprécier pleinement notre rencontre. Les recherches en psychologie relationnelle confirment cette intuition. Les limites saines créent précisément la sécurité émotionnelle nécessaire à l'intimité véritable. Sans elles, nos relations deviennent des champs de mines, où chacun marche constamment sur des œufs, jamais certain de savoir où il peut poser le pied. Si tu as déjà été en relation avec quelqu'un qui ne communiquait jamais ses limites jusqu'à l'explosion finale catastrophique, tu sais exactement de quoi je parle. Cette anxiété constante de ne jamais savoir où est la ligne invisible à ne pas franchir. Poser des limites claires n'est pas une façon de créer de la distance, c'est une invitation courageuse à une proximité plus vraie, plus profonde et plus durable. Alors je t'invite à créer ton propre rituel personnel de frontières. Ça peut être un geste, ça peut être une phrase, ça peut être une pratique symbolique qui marque pour toi le passage de la complaisance automatique à l'autodétermination consciente. Ce rituel doit te rappeler cette vérité sacrée. L'espace que tu occupes dans ce monde est absolument légitime. Tes limites ne sont pas des murs d'exclusion égoïstes, mais les contours sacrés de ton être unique. Point. Il y a une phrase de l'écrivaine et militante Audre Lorde qui résonne avec une puissance particulière quand on parle de frontières personnelles. Dans A Burst of Light, publié en 1988, elle écrivait « Prendre soin de moi n'est pas de l'auto-indulgence, c'est de l'autopréservation, et c'est un acte de guerre politique. » Dans un monde qui valorise obsessionnellement la disponibilité permanente, qui glorifie le sacrifice de soi, qui confond systématiquement amour et effacement, cet acte simple et courageux de tracer une ligne claire et de dire « jusqu'ici, mais tu vas pas plus loin », c'est profondément révolutionnaire. Alors cette semaine, je t'invite à choisir une situation concrète où tes limites sont régulièrement franchies, que ce soit par un collègue, un membre de ta famille, un ami ou par toi-même. Et applique consciemment une de ces 3 techniques que nous avons explorées ensemble. Et puis tu pourras observer, avec la curiosité d'un scientifique et la bienveillance d'un sage, comment ton système nerveux réagit quand tu commences à honorer tes propres frontières. Note les résistances internes, les peurs qui émergent, mais aussi les moments de soulagement et de fierté. Et pour ceux qui sentent l'appel profond à devenir des maîtres de ces arts énergétiques ancestraux, ma newsletter contient des petits trésors que je partage qu'en cercle restreint. N'hésite pas à les voir sur mon site. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un territoire encore plus troublant et révolutionnaire. La différence explosive entre confiance en soi et estime de soi.
Deux concepts que tout le monde confond, mais qui peuvent te mener dans des directions complètement opposées. Nous plongerons dans une découverte neurologique troublante. Pourquoi les personnes les plus confiantes en apparence sont parfois celles qui s'estiment le moins? Et comment cette schizophrénie interne crée des personnalités à la fois brillantes en surface et profondément fragiles dans leur fondation. Prépare-toi à remettre en question absolument tout ce que tu croyais savoir sur l'amour de soi et la construction de l'identité. Mais d'ici là, rappelle-toi cette vérité que nos ancêtres portaient comme une amulette sacrée. Dans un monde peuplé de vampires énergétiques en costume-cravate, le simple fait de créer une frontière consciente et bienveillante est déjà un acte de rébellion sacrée. Tu n'es pas né pour être un buffet énergétique à volonté. Tu n'es pas venu sur cette terre pour servir de station-service émotionnel à tous ceux qui ont oublié comment faire le plein par eux-mêmes. Tu es né pour rayonner depuis ton propre centre, protégé par ces frontières invisibles, ces frontières qui ne t'isolent pas du monde, mais qui créent précisément l'espace sacré nécessaire aux connexions authentiques et nourrissantes. Et si quelqu'un se plaint de tes frontières, il vient probablement de révéler qu'il faisait partie de ces créatures qui se nourrissaient de ton ancienne perméabilité. C'était Maëva et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères fascinants et parfois vampiriques de notre merveilleuse, complexe et infiniment créative condition humaine.